remercier Monsieur Henri Sterdignac d'avoir répondu positivement à notre invitation, d'être là avec nous aujourd'hui. À vous également d'être venu participer à notre première conférence débat du groupe Roosevelt Val-de-Marne. Et aux restaurateurs, bien sûr, qui nous accueillent généreusement et gratuitement aujourd'hui, ainsi que pour toutes nos réunions qu'on a lieu tous les 15 jours. En fait. Donc, tous les 15 jours, le groupe Val-de-Marne, et on est reçu ainsi. Donc, je vais vous expliquer comment va se passer la matinée, à savoir, donc, on va commencer avec M. Henri Sterdignac, qui va intervenir pendant 45 minutes, 1 heure. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que chacun donc, note les questions qu'il aura posées et les garde pour la suite, pour les poser lors du débat qui va suivre. Donc, vous pourrez chacun vous exprimer. Pour le débat, en fin de compte, je voulais vous rappeler aussi donc, quelques règles de courtoisie, de ne pas interrompre la personne qui parle, d'attendre son tour. Dans la salle, il y aura des personnes qui feront circuler le micro à partir du moment où vous aurez levé la main. Donc ce sera Ali qui se chargera de vous amener le micro. Et donc voilà. Donc, ce que je pense que je vais laisser la parole parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont fait. Donc, ce que je vous propose aussi, c'est que quand il y a quelques personnes qui ne sont pas du collectif Roosevelt, c'est de vous rappeler, en fin de compte, le collectif Roosevelt, qu'est-ce que c'est? À savoir, donc, c'est un ensemble de citoyens, de personnes qui se sont rassemblées parce qu'elles partagent les mêmes idées et qui, en fin de compte, adhèrent autour des propositions, des 15 propositions qui sont les solutions pour faire face à la crise. Donc il y a un petit livre qui est consultable là-bas qui reprend le détail des propositions. Ces propositions sont à l'initiative de Pierre Laroutourou, de Stéphane Hessel, de Suzanne Georges, d'Edgar Morin, Patrick Vivray. Donc plein de personnes d'origine différente et qui se sont rassemblées donc, autour de mesures, 15 mesures, qui sont d'ordre économique, social et écologique environnemental. Donc là, je vais laisser la parole à André, qui va donc vous expliquer le sujet du jour, qui est donc la séparation des banques. Bonjour. Alors, donc, nous avons décidé, puisqu'il y a une loi bancaire qui se prépare actuellement, qui a été discutée en commission des finances et qui viendra en discussion totale à l'Assemblée nationale à partir de mardi, de faire venir quelqu'un pour éclairer un petit peu notre lanterne. Alors, M. Sterdignac fait partie, lui, des économistes atterrés. Je pense que tout le monde le sait, mais enfin, en septembre 2010, est apparu le manifeste des économistes atterrés, signé par 630 économistes. Et donc, c'était pour essayer de montrer qu'ils étaient atterrés par la pensée économique ambiante, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule façon de voir les choses, et que c'était notamment d'aller vers l'austérité, ce qui pour eux représente une impasse. Donc le manifeste présentait 10 fausses évidences, les démontait et donnait des propositions. Puis ensuite, ils se sont attaqués à l'Europe, puisqu'il y a eu un petit livre qui s'appelait « L'Europe maltraitée », avec un jeu de mots bien sûr. Puis le livre que M. Sterdignac vient de sortir, « Changer d'économie ». Et enfin, il s'en prépare à nouveau, j'ai appris hier soir, qui s'appellera, enfin vous n'avez pas encore le titre je pense. Changer d'Europe. Changer d'Europe. Changer d'Europe. Bon, alors, les deux points que veulent faire ressortir les économistes atterrés, c'est d'abord que les politiques néolibérales qui nous amènent à l'austérité et à rogner dans les déficits, dans les dépenses publiques, etc., sont des voies qui conduisent à une impasse. D'ailleurs, on l'a vu
depuis que les pays sont attaqués par les marchés, les uns après les autres, la Grèce, l'Espagne, le Portugal et même l'Italie. Et donc, à chaque fois qu'on rogne dans les dépenses publiques, finalement, la dette ne se comble pas. Au contraire, elle augmente puisqu'il y a une récession et du chômage. Et la deuxième chose, c'est de définir des pistes de changement. Mais, notamment de réduire la place des marchés qui étranglent avec les fameux spreads, c'est-à-dire les taux différents que paye chaque pays européen. Je crois que de toute façon, ils veulent absolument éclairer le débat public, et c'est pour ça que nous les avons fait venir pour cette loi qui se prépare, la loi de séparation des banques. Et maintenant, je vais lui laisser la parole. Donc je vais vous parler de la loi de séparation la loi qui s'appelle loi de séparation et de régulation des activités bancaires, qui a été présentée qui a été adoptée le mois dernier au Conseil des ministres et qui va être votée à partir de la semaine prochaine et qui a été un peu modifiée à la Commission des affaires économiques hier et avant-hier. J'ai commencé par une longue introduction, avant d'y arriver, une très longue introduction. Donc vous savez, le problème c'est que on a eu la crise de 2008 qui se prolonge encore, et cette crise elle a mis en évidence tous les dangers que fait courir à l'activité économique le stade actuel du capitalisme qu'on peut appeler la globalisation financière. La mondialisation, la globalisation financière. Donc il y a trois points importants. Le premier, c'est que depuis une vingtaine d'années, avec la mondialisation commerciale, tous les salariés sont mis en concurrence à l'échelle mondiale. Le capitalisme, les entreprises peuvent choisir l'endroit où elles produisent. Elles peuvent même choisir l'endroit où elles payent des impôts, plutôt l'endroit où elles ne payent pas d'impôts. Et du coup, il y a eu une modification du rapport de force qui fait que le capital l'a emporté sur le travail, pour aller vite, un peu généralement. La part du capital a augmenté au détriment du travail, les inégalités de revenus se sont creusées, les plus riches sont devenus encore plus riches. Et donc, ça a provoqué, d'un côté, une accumulation importante d'actifs financiers, de richesses, et puis en même temps, comme les masses avaient du mal à consommer, il a fallu soutenir l'activité par la croissance de l'endettement. Et donc, ce qui caractérise les années récentes, c'est une croissance fabuleuse de l'endettement, endettement privé ou endettement public selon les pays. Le problème de l'endettement, c'est que, au début, c'est sympa, on est un peu endetté, puis on est beaucoup endetté, de plus en plus endetté. Et à un moment donné, tant qu'on s'endette, ça soutient l'activité. Mais à un moment donné, les gens qui vous prêtent, ils s'aperçoivent que vous êtes trop endetté, et automatiquement, ça provoque des crises de la dette. Et donc, une conséquence du fonctionnement de l'économie actuellement, c'est qu'en permanence, on a des crises de la dette. On a eu la crise de la dette des pays du tiers-monde, quand on s'est aperçu que les pays d'Afrique ou les pays d'Amérique du Sud étaient trop endettés. On a eu la crise du Mexique. On a eu une crise en Amérique, des pays d'Asie du Sud. On a eu une crise d'endettement de la Russie, de la Turquie. Et puis en 2007, on s'est aperçu que les États-Unis étaient trop endettés, qu'aux États-Unis, les personnes endettées, c'était les ménages les plus pauvres, avec les subprimes qui ne pourront jamais rembourser. Et donc, on a eu une crise financière. Et en même temps, on s'est aperçu qu'en Europe, il y avait des pays excédentaires, très excédentaires, les pays du Nord,
Et les pays, en sens inverse, il y avait des pays qui avaient un endettement épouvantable, les pays du Sud, et que là aussi, ils ne pourraient pas rembourser. Et donc, on a une crise de la dette, qui est la crise de la dette des pays du Sud de l'Europe. Et à chaque fois, on peut dire bah, c'est de leur faute, ils ont trop dépensé. En même temps, on voit que c'est inhérent au fait qu'il y a des pays comme l'Allemagne, la Chine, qui sont les gagnants de la mondialisation, qui veulent accumuler des excédents, et qu'il faut bien les prêter à quelqu'un. Donc, première contradiction, il y a des gagnants, des perdants, les perdants sont trop endettés. Deuxième contradiction, le capitalisme financier, donc les gagnants, les riches, ils veulent placer leur argent, ils veulent des rentabilités fabuleuses, et ces rentabilités fabuleuses, ils veulent 15% de rentabilité. Ces rentabilités fabuleuses, comment ils l'obtiennent? D'un côté, parce que la part du capital a augmenté par rapport à celle du travail, mais ça ne suffit pas. Et cette rentabilité fabuleuse, ils l'obtiennent par des bulles financières et immobilières. Donc, on confie son argent à ce qu'on appelle des fonds de placement, ou des fonds spéculatifs, dont le métier, c'est de dire aux plus riches, oui, on va vous rapporter 15%. Pour rapporter 15%, on fait des bulles financières, c'est-à-dire qu'on se précise. Brusquement, on a une idée géniale, consistant à dire, par exemple, les valeurs les valeurs technologiques, ça va monter de façon fabuleuse. Et donc, une petite entreprise qui valait 1 $ l'action, tout le monde se dit, elle va faire des gains fabuleux. Tout le monde en achète. Donc, l'action monte à 5, puis à 10. Les gens qui ont acheté sont contents, puisque leur richesse a été multipliée par 10. Ceux qui n'en ont pas acheté se disent, mais je suis complètement idiot, pourquoi je n'ai pas acheté des actions? Ils se précipitent sur le marché. Donc l'action monte à 20, à 30, à 40. Tout le monde achète puisque ça a monté. Donc on se dit, ça va continuer à monter. Et puis un jour, on s'aperçoit que en fait, ça vaut 50, mais que l'entreprise en fait ne fait pas de profit. Et du coup, splash, ça redescend à 1 euro, à 1 $. Et ça crée une instabilité permanente dans l'économie mondiale. En permanence, on a des phases de hausse et de baisse. Et donc la phase de hausse est énorme qui a duré jusqu'en 2007, ça s'est effondré. Et quand ça monte, tout le monde est content, parce qu'on est de plus en plus riche. Et quand ça chute, tout le monde est mal, parce que on est appauvri. Et quand ça a beaucoup chuté, comme en 2007-2008, on a beaucoup de mal à repartir. Parce que les ménages, par exemple les ménages anglo-saxons aux États-Unis ou au Royaume-Uni, qui dépendent de la bourse pour leur retraite, pour payer l'assurance maladie aux États-Unis, leurs frais de maladie aux États-Unis ou l'éducation de leurs enfants aux États-Unis, quand ils sont appauvris, ça fait mal et ils doivent épargner. Et du coup, l'économie mondiale a du mal à repartir. Et donc, la financiarisation, ça crée obligatoirement une très forte instabilité. Puis un troisième phénomène qui est tout à fait européen, c'est qu'on a créé la monnaie unique. Au début, c'était gentil. La monnaie unique, ça consiste à dire tous les pays ont la même monnaie. Le problème, c'est que au cours du temps, il y a des déséquilibres qui sont apparus en Europe. Les pays du Nord ont réussi à contenir leurs salaires. Du coup, ils ont fait des gains de compétitivité. Ils ont accumulé des excédents. Les pays du Sud ont profité de la monnaie unique pour avoir une très forte croissance, que ce soit l'Espagne, l'Irlande, la Grèce même. Mais cette croissance, elle a été portée par l'immobilier et non pas par l'industrie. Ça a creusé des déséquilibres. Il n'y a aucun mécanisme qui garantit que, effectivement, la monnaie unique perdure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mécanisme qui dit, obligatoirement, il y a des transferts entre les pays excédentaires et les pays déficitaires. Et en plus, on a marqué dans la Constitution, la Banque Centrale Européenne ne garantit pas les dettes publiques. Il n'y a aucune solidarité en Europe entre les pays. Et du coup, à partir de 2008, les marchés ont commencé à spéculer
sur les dettes contre les pays du Sud. Les marchés leur ont imposé des taux d'intérêt exorbitants, et du coup, ça fragilise complètement l'Europe. Et c'est un élément de fragilité à l'échelle mondiale, puisque l'Europe devient un maillon faible de l'économie mondiale. On est incapable de retrouver de la croissance, et puis il y a un doute, est-ce qu'effectivement la zone euro va pouvoir survivre avec une organisation qui est relativement peu efficace. Donc, lorsque la crise a éclaté en 2008-2009, les leaders du G20 se sont réunis, et puis ils ont dit ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire que la responsabilité de la crise, c'est le fait que l'économie mondiale n'était pas régulée, que des pays avaient des excédents, d'autres avaient des déficits. La responsabilité de la crise, c'était le capitalisme financier. Et même le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, a dit qu'il faut refonder le capitalisme, il faut réduire l'importance du capitalisme financier pour augmenter l'importance de l'industrie. Il y a eu un discours à Toulon tout à fait fabuleux, dans lequel il a même dit qu'il allait mettre des banquiers en prison. On l'a pas vu malheureusement, mais bon voilà, c'était un très beau discours. Et puis, au début, en 2009, effectivement, les milieux dirigeants ont fait le gros dos. Et puis à partir de 2010, ils ont repris du poil de la bête, et ils ont dit non, pas du tout. On ne va pas du tout remettre en cause le capitalisme financier tel qu'il est. On ne va pas dire oui, effectivement il y a un problème, il faut distribuer plus de salaires, il faut lutter contre les inégalités, il faut augmenter la protection sociale. À partir de 2009, les milieux dirigeants se sont dit il faut essayer de repartir comme avant, mieux qu'avant. Donc la stratégie qui a été mise en œuvre, c'est profiter de la crise pour s'attaquer aux dépenses publiques et sociales, mettre en œuvre partout des politiques d'austérité, sous prétexte de réduire les déficits, et un peu partout de dire il faut des réformes structurelles, réduire les droits du travail, des choses comme ça. Donc c'est la phase où on en est actuellement. Et le projet qu'on pouvait avoir, qu'on a entendu en 2008-2009, consistant à dire qu'il faut réduire la domination des marchés financiers, il faut contrôler la finance, ça s'est réduit, ça n'a pas complètement disparu. Mais il y a l'idée qui est maintenant dominante à l'échelle mondiale, c'est de dire on va réguler un peu le système bancaire, on va éviter les spéculations les plus criantes, mais on ne va pas remettre en cause fondamentalement l'importance des marchés financiers. Et on ne va pas remettre en cause fondamentalement le fait que les banques interviennent, sont des éléments du marché financier. Et donc, toute l'histoire, on va raconter maintenant, c'est le conflit, si on peut dire, entre deux points de vue. Un premier point de vue qui consiste à dire il faut revenir un système bancaire simple, centré sur son cœur de métier. Le cœur de métier de la banque, normalement, c'est récolter les dépôts des gens, les rémunérer de manière garantie mais faible, et puis utiliser cet argent pour faire du crédit aux États, aux collectivités locales, au logement et aux entreprises productives. Et puis, le bon banquier, c'est celui qui est capable de choisir les bonnes entreprises auxquelles il prête sur des bases
des entreprises qui effectivement créent de l'emploi et investissent. Ça, c'est la vision périmée, c'est ma vision, ce qu'on appelle la vision retour vers le passé. Puis il y a une seconde vision consistant à dire, pas du tout, les banques doivent rester un élément important du secteur financier, elles doivent participer au marché financier, parce que les marchés financiers, c'est moderne, et donc il faut que les banques puissent effectivement aider la finance dans ses activités. Pendant la... Paragraphe 2. Normalement, les banques ont par rapport aux institutions financières, elles ont des responsabilités particulières. Donc, elles assurent le fonctionnement du système de paiement. Elles reçoivent les salaires des gens, elles leur permettent de dépenser. Et puis, elles ont des privilèges. Les banques ont deux privilèges importants. Le premier, c'est qu'elles bénéficient de la garantie des dépôts. Et puis le deuxième, c'est qu'elles bénéficient du refinancement de la Banque centrale. Les banques peuvent aller voir la Banque centrale et se refinancer à un taux relativement bas, qui actuellement est 0,75%. Et puis en échange, les banques ont des contraintes. Et avant la crise, il y avait une contrainte qu'on appelle le ratio BAL 2. C'est à BAL que ça se décide. La contrainte, c'était ce qu'on appelle le ratio Cook, c'est-à-dire que les banques doivent avoir des fonds propres qui représentent 8% de leur crédit. Et ces fonds propres, ça garantit, c'était censé garantir que les banques puissent être à l'abri de la faillite. Et ce qui s'est passé avant 2007, c'est que les banquiers ils ont trouvé que être banquier, c'était un peu minable. Prêter aux entreprises, aux ménages, c'était un métier un peu dévalorisant. Quand vous appelez le crédit agricole, vous avez à prêter aux paysans, c'est pas génial. Et ça rapportait pas tellement. Donc les banques se sont développées principalement sur les marchés financiers. Et donc la source principale de rentabilité des banques, c'est devenu la spéculation, les marchés financiers. C'est particulièrement vrai, par exemple, en France, pour une banque comme la Société Générale. Et il y a eu des aventures un peu partout. Un certain nombre de banques françaises, européennes, ont commencé à acheter des filiales aux États-Unis. Ils se sont investis sur le marché des subprimes aux États-Unis. Dexia, par exemple, a acheté aux États-Unis une entreprise qui garantissait les crédits, non seulement les crédits aux collectivités locales, mais aussi les crédits immobiliers. Et puis, des banques comme les banques populaires, les caisses d'épargne, ont acheté Natixis, c'est-à-dire des banques de marché. Et donc les banques se sont massivement investies sur les marchés financiers. Et une grande partie de leur activité est passée hors bilan. Ce sont des engagements que les banques prennent, mais qui ne figuraient pas dans leur bilan. Et du coup, lorsque la crise a éclaté, on s'est aperçu qu'en fait, les banques ne respectaient pas le ratio Cook parce que leurs engagements étaient de beaucoup supérieurs à leur crédit. Et on s'est aperçu que les banques avaient pris des risques inconsidérés. Lorsqu'une banque française achète une institution financière aux États-Unis, elle se lance dans un marché qu'elle connaît mal, puis quand ça s'effondre, une partie importante des risques
sont rapatriés en France. Et les banques se sont lancées dans des aventures tout à fait grotesques. Par exemple, Dexia, exemple le plus typique. Dexia, au départ, c'était la caisse d'aide aux équipements des collectivités locales. Donc, avait un rôle tout à fait précis, récupérer l'argent des caisses d'épargne, des choses comme ça, pour le prêter à des taux faibles aux collectivités locales. Et puis, le directeur de cette banque, M. Pierre Richard, est fou. Il a créé Dexia, qui a utilisé son activité de prêt aux collectivités locales pour développer une activité spéculative. Et Dexia est allé vendre aux collectivités locales des emprunts toxiques, c'est-à-dire qu'on disait aux gens, au lieu d'avoir un emprunt à 4% en euros, vous pouvez avoir un emprunt à 2% en francs suisses, en yens ou des choses comme ça, avec des formules extrêmement compliquées. Et les maires ont accepté parce qu'on leur disait, au lieu de payer 4%, vous paierez 2%. Le problème, c'est que marqué en petit que c'était 2% plus 10 fois la variation de l'écart entre le franc suisse et l'euro. Donc quand le franc suisse a commencé à monter par rapport à l'euro, les collectivités locales, au lieu d'avoir à payer 2%, ils ont eu à payer 5, 6, 15%. Voilà. Et puis, l'avantage pour Dexia, c'est que ces crédits, ça lui permettait en contrepartie de spéculer sur la parité franc-suisse-euro. Donc, on peut dire, en quoi ça nous... quel est l'intérêt de spéculer sur ce genre de choses? Et ça s'est développé comme ça. Vous avez vu, avant la crise, toutes les banques, même la Poste, vous allez voir des gens tout à fait d'un certain âge, des gens, en leur essayant de leur fourguer des produits structurés, c'est-à-dire qu'on disait aux gens, achetez on peut vous proposer un placement fabuleux, hein, c'est un placement qui va augmenter comme la bourse, et puis si la bourse chute, vous ne perdez pas. Et donc des personnes se sont laissées convaincre. Ils n'ont pas vu que ce n'était pas si la bourse chute, mais si la bourse chute de moins de 10%. Et à partir du moment où la bourse a chuté de façon fabuleuse, ces gens ont perdu une partie de leur économie. Et il y a donc toute une activité spéculative qui a été développée par les banques au détriment des emprunteurs et des prêteurs. Et donc, ça contribue à l'idée, il faut simplifier le secteur bancaire, il faut l'écarter de la finance. Et puis l'autre point qui est apparu, c'est que les grandes banques, qui sont trop grandes pour faire faillite, ça leur donne un avantage pour intervenir sur les marchés financiers, parce qu'elles ont des ressources à taux réduit, parce qu'elles bénéficient de la garantie de l'État, elles bénéficient de l'argent des déposants, donc elles peuvent utiliser cet argent pour spéculer sur les marchés financiers. Et quand ça marche bien, elles encaissent des profits fabuleux. Et quand le marché financier s'effondre, elles vont voir l'État et elles disent, écoutez, on est un peu embêtés, parce que les fonds propres qui servaient à garantir les dépôts, on les a perdus. On n'a plus assez de fonds propres pour garantir nos dépôts. Et l'État, pour garantir nos crédits, excusez-moi. Que peut faire l'État quand une banque vient dire, je peux plus, j'ai plus assez de fonds propres pour garantir mes crédits? Elle est obligée d'aider la banque, parce que sinon la banque ne peut pas faire crédit, et ça a des effets défavorables sur l'activité. Et donc, on s'est aperçu de ça dans les années 2008-2009, et donc l'idée, c'est, oui, il faut éviter que les banques utilisent l'argent des déposants pour spéculer, et donc il faut d'une certaine façon séparer les banques des banques des marchés. Bon. Deux petits points. Vous savez qu'il y a des fonds spéculatifs, qu'on appelle en anglais les hedge funds. Le principe des fonds spéculatifs, c'est que si vous êtes riche, vous allez voir un fonds spéculatif,
et vous lui dites, voilà, j'ai 1 milliard d'euros à placer, est-ce que vous pourriez le placer pour moi, en me donnant la rentabilité maximum? Et le fonds spéculatif, il dit oui, aucun problème, et son rôle, son métier, c'est d'essayer de placer ce milliard de manière la plus rentable. Donc le Golden Boy ou le Golden Girl, son métier, c'est d'essayer de placer cet argent. Et pour faire ça, ils vont utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire monsieur a apporté 1 milliard, mais vous allez emprunter grâce à ce 1 milliard, 9 milliards à la banque, et comme ça, vous allez avoir 10 milliards à placer. La banque, elle va vous prêter à 3%. Donc si vous réussissez à avoir une rentabilité de 8%, les 9 milliards prêtés par la banque, vous les rémunérez à 3%, et tout le surplus, ça va à monsieur. Donc comme ça, vous pouvez assurer à monsieur une rentabilité de 20%. Donc, monsieur, il a 20%, et la banque, elle n'a que 3%. C'est le principe des fonds, des hedge funds ou des fonds de placement, etc. Tant que ça se passe bien, c'est génial. C'est un système fabuleux. Monsieur est tout content. Vous-même, vous faites fortune, vous gagnez des sommes folles, vous avez des bonus, etc. Le problème, c'est que quand ça se passe mal, bon, pour vous, c'est pas grave, parce que vous avez encaissé les bonus et vous les rembourserez jamais. OK? Mais que ensuite, quand ça se passe mal, la banque, elle supporte une partie des risques et elle n'a jamais été rémunérée pour supporter les risques. Donc c'est un système qu'il faudrait réduire. Donc il y a eu la crise. La crise, ça a frappé le système bancaire. Il a fallu aider les banques, plus ou moins suivant les pays. En France, grosso modo, on a aidé les banques, mais c'est le grand argument des banques, comme elles étaient très grosses, il y a une partie des pertes spéculatives qu'elles ont pu supporter elles-mêmes. On n'a pas trop souffert, pas encore, parce qu'il y a encore l'effet Dexia, on ne sait pas encore combien ça va compter aux contribuables français, mais dans certains pays, l'aide aux banques a été beaucoup plus coûteuse, que ce soit l'Irlande, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Et donc l'idée générale maintenant, c'est il faut contrôler les banques, il faut éviter que les banques utilisent l'argent des déposants pour spéculer avec tous les risques que ça comporte. Donc il y a des tas de choses qui sont mises en place. Et le problème, c'est que d'un côté, il y a des gens, l'administration, les gouvernements, qui essayent de mettre des choses en place. Puis de l'autre côté, il y a un lobby bancaire qui intervient pour essayer d'éviter d'être contrôlé, pour conserver sa liberté. Et la vie, c'est un combat entre ceux qui veulent réguler et ceux qui veulent éviter d'être régulés. Avec le problème, naturellement, que les gouvernements, ils ne sont pas encore tout à fait convaincus, c'est moins qu'on puisse dire, de l'idée qu'il faut revenir à un système bancaire simple. Et donc, le gouvernement, ils sont souvent un peu mous. Et se rajoute ensuite un autre phénomène, qui est que le système financier, la finance, est principalement localisée aujourd'hui à Londres, à New York, dans certains pays asiatiques. Elle est beaucoup moins localisée dans les pays européens continentaux. Et donc, des pays comme la France, l'Allemagne, veulent réguler, mais c'est que la finance, c'est surtout à Londres et à New York. Et donc, il y a une divergence d'intérêts à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne. Donc, il y a une première chose importante,
c'est qu'il y a eu un accord à l'échelle mondiale, qu'on a appelé BAL 3, qui va se mettre en œuvre progressivement. On ne sait pas si tous les pays vont accepter, on ne sait pas comment, mais l'idée c'est qu'on va augmenter les exigences de fonds propres des banques. Les banques, au lieu d'avoir des fonds propres qui représentent 8% de leur crédit, on va petit à petit augmenter cette contrainte, on va surveiller la qualité des fonds propres, on va surveiller, on va mettre un certain nombre de contraintes sur les banques pour éviter que les banques aient beaucoup de fonds propres par rapport à le crédit. C'est ce qu'on appelle les ratios de BAL 3. C'est un choix qui a été fait à l'échelle mondiale. On impose aux banques d'avoir beaucoup de fonds propres. D'un côté, on peut dire c'est sympa, parce que ça veut dire que les banques vont être plus capables de résister à des chocs. De l'autre côté, puisque les banques doivent avoir beaucoup de fonds propres, ça va obliger à garantir un certain taux de rentabilité élevé aux banques, parce que les banques, elles devront avoir du capital, et puis elles devront attirer des gens qui vont placer de l'argent dans les banques, donc il faudra assurer une forte rentabilité aux banques. Donc c'est quand même un choix qui est discutable, parce que les banques vont être jugées par les marchés. Ce n'est pas le choix que j'aurais préféré, que beaucoup auraient préféré, consistant à dire les banques, il ne faut pas qu'elles soient jugées par les marchés, il faut qu'elles soient écartées par les marchés, il faut qu'elles soient surtout garanties par l'État. Il faut que ce soit, et que ce qui garantit que les banques ne fassent pas faillite, ce n'est pas tellement le fait qu'elles aient beaucoup de fonds propres, hein, c'est le fait qu'on leur interdit de faire des activités spéculatives. Le choix qui a été fait à l'échelle mondiale, c'est plutôt, les banques pourront faire des activités spéculatives, mais elles devront avoir des fonds propres pour les garantir, avec le risque, il faudra que les banques soient rentables, et puis les banques, elles choisiront. Soit elles feront des activités spéculatives. Pour faire des activités spéculatives, elles devront avoir beaucoup de fonds propres pour les garantir. Soit elles feront du crédit, avec moins de fonds propres nécessaires, mais c'est les banques qui vont choisir. Le second point important, c'est l'union bancaire. Donc à l'échelle européenne, on a décidé de mettre en œuvre une union bancaire. Pourquoi? Parce que il y avait une contradiction. On a mis en œuvre l'union monétaire, et jusqu'à présent, les systèmes bancaires étaient différents, nationaux, contrôlés. Dans chaque pays, le contrôle des banques se faisait de façon différente. Il n'y avait aucune régulation générale en Europe. Et puis, il est apparu, pendant la crise de la zone euro, un phénomène gênant, qui est qu'il y avait une résonance entre les difficultés d'un État et les difficultés des banques du pays. Quand l'Espagne est fragile, quand les marchés spéculent contre l'Espagne, les banques espagnoles qui détiennent beaucoup de titres du gouvernement espagnol sont fragilisées. Les banques espagnoles doivent se refinancer, se financent à des taux élevés. Ça fragilise les banques. Puisque les banques sont fragilisées, les marchés se disent l'Espagne va devoir venir au secours de ces banques, et donc ça fragilise encore la dette publique espagnole. Et donc, plus la dette publique espagnole est fragilisée, plus les banques espagnoles sont fragilisées, et donc tout ça contribue à rendre plus instables les marchés financiers. On pourrait résoudre la question en disant la Banque Centrale Européenne doit garantir les dettes publiques de l'ensemble des pays de l'Europe, donc les marchés financiers ne peuvent pas spéculer, mais ce n'est pas ce qui a été décidé. Et donc ce qui a été décidé, c'est que on va réduire le lien entre les banques d'un pays et la dette publique du pays en mettant une union bancaire, c'est-à-dire en gérant les banques européennes à l'échelle européenne. Et donc, ce qu'on fait en France,
aujourd'hui, c'est un peu bizarre, parce que d'un côté, on s'engage dans l'union bancaire, et d'autre part, on fait voter une loi qui, de toute évidence, va vivre 2-3 ans, le temps que l'union bancaire se met en place. C'est une petite incohérence, c'est pas grave. Dans l'union bancaire, normalement, il y a 3 points. Le premier point, c'est la garantie des dépôts. Vous savez que les dépôts actuellement sont garantis dans l'Union européenne. Chacun, la garantie, c'est 100 000 € par personne et par banque. Donc si vous avez 100 000 € dans une banque, c'est garanti. Et c'est une garantie implicite. On ne sait pas qui garantit. La garantie, c'est une garantie par l'État. L'État, chaque pays garantit ses banques. Il n'y a pas une garantie européenne. Donc l'idée, c'est la garantie va devenir européenne. Le problème, c'est que ça ne marche pas, parce que les Allemands ne veulent pas garantir actuellement les dépôts dans les banques grecques ou dans les banques espagnoles, parce qu'ils se disent, si jamais la Grèce quitte la zone euro, on ne veut pas avoir à payer en plus les dépôts grecs. Donc ce projet-là, il est un peu oublié. La seconde chose qui est mise en place, c'est ce qu'on appelle le MSU, le mécanisme de surveillance unique, c'est-à-dire que bientôt, c'est la Banque Centrale Européenne qui va surveiller toutes les banques européennes. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? On ne sait pas. Bon, il y a évidemment les plus grandes banques, elles vont être surveillées par la Banque Centrale Européenne, les plus petites par la Banque Centrale Nationale du pays concerné. Mais le projet a été acté. D'un côté, on peut dire c'est sympa, ça va permettre d'uniformiser la surveillance, et de l'autre côté, ça pose des problèmes délicats, qui est de dire qui va prendre les décisions en matière bancaire? Est-ce que ça va être la BCE ou est-ce que les pays vont avoir une certaine autonomie? Par exemple, dans ce qu'on va discuter tout de suite, la séparation des banques entre dépôts et banques d'affaires, qui va décider? Est-ce que ça va être la BCE? Est-ce que ça va être l'Europe? Est-ce que ça va être les pays? Il y a une grande ambiguïté. Et jusqu'à quel point les pays vont conserver une autonomie? Par exemple, la France a décidé, la France a pris 2 décisions importantes en matière bancaire durant ces 3 derniers mois. La première, c'est que Dexia va être remplacé par une banque publique. Le crédit aux collectivités locales en France sera assuré par la Banque Postale par l'intermédiaire d'une société financière publique. Donc on renationalise le crédit aux collectivités locales, ce qui est très sympathique. Mais en même temps, il y a des gens en Europe qui disent « Ah ben c'est pas normal, c'est contraire aux lois de la concurrence ». On ne sait pas si ça va tenir. Et le second point, c'est la Banque publique d'investissement, puisque vous savez que la France a créé une banque publique d'investissement. Et le grand problème, c'est est-ce qu'elle en a le droit? Est-ce que c'est compatible avec l'union bancaire? Est-ce qu'effectivement, on va pouvoir faire monter en puissance une banque publique d'investissement? Il y a 2 points de vue. Point de vue social-démocrate, oui, on a besoin d'une banque publique d'investissement pour soutenir l'effort de redressement productif, pour aider les petites et moyennes entreprises, pour impulser la transition écologique. Il faut une banque publique d'investissement qui monte en puissance, qui ait la garantie publique, qui récolte l'argent des caisses d'épargne, donc il faut un truc important. Est-ce que c'est compatible avec l'union bancaire? Il y a un risque important qu'on nous dise, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est contraire au principe de libre concurrence, vous n'avez pas le droit de garantir une banque, et donc c'est conflictuel. Donc le problème du gouvernement actuel, c'est qu'on a 2 projets, l'union bancaire et la banque publique d'investissement, qui en fait sont complètement contradictoires. On n'a pas choisi de dire notre modèle, c'est la banque publique d'investissement, c'est pas la libre concurrence bancaire. Et puis donc le 3e élément de l'union bancaire, c'est très important, c'est ce qu'on appelle le MRU, le modèle de résolution unique. Donc le modèle de résolution unique, ça consiste à dire que les banques doivent prévoir ce qu'on appelle dans le jargon un testament,
C'est-à-dire qu'elles doivent expliquer comment, en cas de difficulté, elles peuvent être dissoutes, comment elles peuvent être mises en faillite sans avoir besoin de l'aide publique. Donc on tire les leçons de la crise avec retard et on dit il faut qu'une banque puisse être mise en faillite sans avoir besoin de l'aide publique. Et pour ça, il faut que la banque prévoie que d'un côté, elle a ses dépôts et ses crédits qui bénéficient en quelque sorte de la garantie publique et que ce qui est un peu spéculatif, ça doit être compensé par des fonds propres ou par ce qu'on appelle des créances juniors, c'est-à-dire des créances qu'on peut éventuellement annuler en cas de difficulté. Et donc la banque, elle doit émettre maintenant deux titres. D'un côté, elle va émettre des actions, et de l'autre, elle va émettre des obligations. Et dans les obligations, elle doit dire clairement, en cas de faillite, ces obligations ne seront pas remboursées. Donc l'idée, c'est que comme ça, une banque, en cas de difficulté, on va pouvoir faire payer, un, les actionnaires, et deuxièmement, un certain nombre de créanciers. C'est ce qu'on appelle, on ne veut pas faire du franglais, c'est ce qu'on appelle une bail-in, c'est-à-dire la banque, elle doit pouvoir être sauvée par ses créanciers. Donc ça, c'est l'union bancaire dans laquelle on va entrer dans 2 ou 3 ans. J'arrive maintenant à la réforme bancaire. Donc la réforme bancaire, l'idée c'est qu'il faut séparer les activités de dépôt et les activités spéculatives. Donc le modèle, c'est ce qui s'appelle le Glass-Steagall Act. Donc c'est un acte qui a été voté aux États-Unis après la crise des années 30, et qui dit que les banques doivent choisir entre deux métiers. Soit ce sont des banques de dépôt, elles ont des dépôts et elles font du crédit, elles sont garanties par l'État, soit ce sont des activités financières, et puisque ces activités financières, elles font ce qu'elles veulent, mais ce n'est pas garanti par l'État. Donc c'est la séparation entre les banques de dépôt et les banques de marché. Ce truc-là a existé aux États-Unis et petit à petit, ça a été supprimé dans les années 80 et on estime que c'est une des causes de la crise parce que du coup, les grandes banques peuvent utiliser les dépôts pour aller sur les marchés financiers. Ça augmente la taille des marchés financiers et donc ça provoque une forte instabilité. Et donc la grande idée, c'est qu'il faut séparer et le président Hollande avait pris un 7e engagement qui dit: je séparerai les activités des banques qui sont utiles à l'investissement et à l'emploi de leurs activités spéculatives. Il sera mis fin aux produits financiers toxiques qui enrichissent les spéculateurs et menacent l'économie. Donc, c'est le 7e engagement de François Hollande, séparer les activités des banques utiles à l'investissement et à l'emploi des opérations spéculatives. Et il faut savoir que ça se fait, c'est la grande mode à l'échelle mondiale. Il y a 2 modèles. Les États-Unis ont voté une loi qui s'appelle la loi Dodd-Frank. Dans la loi Dodd-Frank, il y a une règle qu'on appelle la règle Volcker qui interdit aux banques de spéculer pour leur compte propre. Vous savez qu'aux États-Unis, on s'est aperçu de choses tout à fait horribles, notamment qu'il y avait des banques qui spéculaient contre leurs clients. Il y avait des banques qui, d'un côté, vendaient à leurs clients des portefeuilles contenant des crédits subprime, et qui, de l'autre côté, spéculaient sur le fait que ces crédits subprime feraient faillite. Donc ils spéculaient en fait contre leurs clients. Donc ça, c'est totalement, ça paraît immoral. Et donc aux États-Unis, ça va être interdit et on va imposer aux banques d'avoir une séparation et d'avoir une filiale dans laquelle elles vont mettre les activités qu'elles font pour elles-mêmes, qui ne sont pas les activités pour les clients. Elles vont mettre dedans
un grand nombre d'investissements qu'elles font, par exemple dans les fonds spéculatifs, ça doit être cantonné dans une filiale ad hoc. Donc ça, c'est la règle Volcker. Les banques n'ont plus le droit de spéculer pour elles-mêmes. Et puis, en Grande-Bretagne, il y a un principe un peu différent, ce qu'on appelle la règle Vickers, c'est-à-dire on doit mettre dans une filiale séparée les activités de dépôt et de crédit. Donc on sépare la banque en deux parties. La banque principale, ça reste la banque qui a une activité financière, mais tout ce qui est dépôt, crédit, la banque commerciale, ça doit être dans une filiale à part, et c'est cette filiale à part qui est garantie par l'État. Et puis en Europe, il y a eu un rapport qu'on appelle le rapport Liikanen, d'après le nom de la personne qui l'a dirigé, et qui prévoit qu'en Europe, il va falloir séparer les banques en deux entités distinctes, une entité financière et une entité de dépôt. Et l'entité financière devra avoir les activités pour compte propre des banques, donc ce que la banque, les spéculations que la banque fait pour elle-même, toutes les positions que la banque prend sur les actifs dérivés, c'est-à-dire une grande partie des activités de marché des banques devront être dans cette filière, tout et surtout tous les prêts faits à des fonds spéculatifs devront être dans cette filière, de manière à ce que les banques, lorsqu'elles font des prêts à des fonds spéculatifs, hein, ça, c'est pas avec les dépôts, mais avec l'argent de cette filière. Alors quel est l'intérêt de séparer comme ça les banques de la filière? C'est que la filiale financière, ce sera une filière qui sera risquée. Donc comme elle sera risquée, les gens qui détiendront son capital ou les gens qui prêteront à cette filiale vont réclamer des taux d'intérêt élevés. Et donc puisqu'elles vont réclamer des taux d'intérêt élevés, cette filiale aura du mal à se refinancer, elle ne pourra pas utiliser l'argent des dépôts et donc, naturellement, ça va limiter son activité, ce qui permet de limiter l'activité spéculative des banques. L'activité spéculative des banques, elle devra être financée à des taux élevés. Et donc, la banque ne pourra plus prêter à 3% un fonds spéculatif. Lorsqu'elle va prêter un fonds spéculatif, elle va prêter à 5, 6, 7%. Et donc, l'activité des fonds spéculatifs va être réduite. Et donc, c'est un des éléments du rapport. Il y a d'autres éléments, parmi lesquels on augmente de façon importante les fonds propres et les obligations juniors non remboursables que devra émettre la filiale pour réduire son activité. Et puis on prévoit aussi que il faudra réduire la rémunération des personnels et des dirigeants des banques. Voilà, donc ça c'est le contexte. Et ce rapport, il est en train d'être discuté à l'échelle européenne, il doit être adopté dans 1, 2, 3 ans. Et bon, c'est dans ce contexte qu'intervient la loi française. Donc la loi française, sa particularité, c'est que c'est la première qui est votée. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est des projets. En Grande-Bretagne, il est question de la mettre en œuvre en 2019. Donc on a de la marge. Là, c'est ce qui se passe en Europe, ça sera mis au mieux en 2015, 2016. Et donc, c'est des projets. Et donc les lobbies bancaires, ils font tout pour éviter que ces projets soient mis en œuvre avec l'argument, si vous mettez en œuvre ces projets, compte tenu qu'on doit déjà avoir plus de fonds propres à cause de Bâle 3, eh ben, on ne va pas pouvoir faire du crédit et donc ça va nuire à la relance économique. Donc les gouvernements qui sont bêtes le croient. Et donc ils disent ben, on va attendre de sortir de la crise avant de mettre en œuvre ces projets. Le problème c'est que si on ne sort pas de la crise,
ça sert à rien. Zut, j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Ah, j'ai oublié un paragraphe. Comment il s'appelle ce rapport? Buchanan. 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 L-K-L-2-I-K-A-N-E-N. Voilà. Et donc, la France, donc, elle prend l'initiative, elle fait voter sa loi. Mais je rappelle, cette loi, elle va jouer 2-3 ans, parce que dans 2-3 ans, ça sera la loi de l'Union bancaire, ça sera la loi européenne. Et pourquoi le truc français c'est important? Pourquoi la loi française c'est important? Parce que tout le monde se dit, ben, ce que va faire la France et l'Allemagne, ben, ça va servir de modèle à ce qui va se faire à l'échelle européenne. Et donc c'est pour ça que c'est important c'est important. Pour les banquiers, c'est important de vider la loi de toute substance. Et pour les peuples, c'est important de pas la vider. J'ai oublié un paragraphe, c'est pas grave. Je vous donnerai à la fin. Donc le grand problème, c'est le partage. Comment on fait le partage entre les activités spéculatives et les activités non spéculatives. Et c'est pour ça que le titre 1 de la loi nous dit que le but de la loi, c'est la séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives. Donc on va dire, ben, dans les activités bancaires, il y a les activités spéculatives et les activités utiles au financement de l'économie. Donc on va avoir la banque de dépôt. Les banques vont être obligées d'avoir une filiale séparée. Et puis, donc on va séparer la banque en deux. La banque saine, qui va devoir faire des activités utiles au financement de l'économie. Et puis là, les activités spéculatives. Et l'idée, c'est que ces activités spéculatives seront dans cette filiale. Cette filiale ne sera pas garantie par la banque. Cette filiale devra avoir des capitaux propres. Elle va devoir emprunter sur les marchés, elle va emprunter à des taux élevés, donc elle va avoir du mal à vivre, et comme ça, ça va limiter la spéculation. Le problème, c'est, le grand enjeu ensuite, c'est qu'est-ce qu'on met là et qu'est-ce qu'on met là. Et donc ce qui a été décidé, c'est qu'on mettait là les activités pour fonds propres des banques, les activités, la spéculation que les banques font pour eux-mêmes. Et en principe, ici, on regarde les activités qui sont demandées par la clientèle. Mais il y a un premier problème, c'est que dans la clientèle, il y a le mot clientèle. Mais dans la clientèle, on ne sépare pas la clientèle, les gens, les entreprises industrielles, des fonds spéculatifs eux-mêmes. Donc les crédits aux fonds spéculatifs, ça reste dans la banque de dépôt. Autre chose, la banque a ce qu'on appelle une activité de tenue de marché. Cette activité de tenue de marché, eh ben, elle reste au niveau de la banque, c'est-à-dire que si une entreprise a besoin de se couvrir, risque de change, risque de taux d'intérêt, etc., elle va continuer à avoir recours à la banque garantie, et dans ces activités, donc la banque va pouvoir continuer à avoir des salles de marché, elle va pouvoir continuer, les traders vont rester dans cette banque. Le seul point, c'est qu'il est dit, hein, les traders ne vont pouvoir agir qu'à l'initiative de la clientèle et non pas à leur initiative propre pour eux-mêmes. Le problème, c'est que comme dans la clientèle, on ne sépare pas les institutions financières des gens, quoi, des entreprises, et ben, la plupart des activités, on va toujours pouvoir dire, ben, c'est une activité initiée par la clientèle, et les positions que j'ai prises là-dedans, ben, c'est des positions pour aider la clientèle, et donc la séparation n'est pas franche. Et le problème, c'est personne ne va aller voir si monsieur, lorsqu'il fait une opération, est-ce que c'est une opération pour lui-même, spéculative, ou une opération pour une clientèle. Et donc,
malheureusement, donc, on a interrogé les banques. Vous savez que normalement, lorsqu'il y a une loi qui est votée, normalement, il doit y avoir une étude d'impact qui est annexée à la loi. Mais dans le cas présent, l'étude d'impact n'a pas été extrêmement sommaire. Et le ministre a cru bon de dire que pour protéger le secret des affaires, la taille de la filiale, la part des activités filialisées ne figure pas dans la loi. Ce qui n'est pas génial. Donc, malheureusement, les députés ont auditionné un certain nombre de banquiers et le président de la Fédération bancaire française a dit qu'il pense que la part des activités de la banque qui sera dans la filiale, c'est 1,5%. Donc la séparation, ça apparaît un peu ridicule, puisque ça comporte que 1,5%, ce qui est un peu faible. Alors il faut quand même être un peu honnête et dire qu'il faut savoir que, évidemment, les activités spéculatives des banques aujourd'hui sont beaucoup plus faibles que ce qu'elles étaient en 2007. Il y a un certain nombre de banques qui ont renoncé aux activités spéculatives, par exemple le Crédit Mutuel, et donc, bon, on est quand même en période de basse eau pour la spéculation. Mais enfin, 1,5%, c'est pas beaucoup. Donc, le débat maintenant, c'est essayer d'imposer que le maximum de choses soit dans la filiale, et de limiter les activités de marché qui vont pouvoir rester dans la banque traditionnelle, pour qu'effectivement la loi ait un impact. Alors bon, on va voir ce qui se passe. Donc il faut savoir que la loi a créé une autorité qui s'appelle Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, a étendu le rôle de l'autorité prudentielle qui s'appelle Autorité prudentielle et de régulation, et donc cette autorité aura le pouvoir d'interdire certains types d'activités. Donc c'est une innovation importante, c'est-à-dire que si cette autorité entend parler d'une activité qui lui semble néfaste, elle pourra l'interdire. Et d'ores et déjà, il y a 2 activités qui ont été interdites. La première, c'est le trading à haute fréquence, c'est-à-dire faire de la spéculation automatique, passer des ordres et les annuler très très rapidement pour perturber les marchés. Ça, en principe, ça sera interdit. Et le second point qui est interdit, c'est la spéculation sur les matières premières agricoles. Donc ça, c'est interdit. Et la loi prévoit que l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation pourra interdire d'autres activités. Donc ensuite, ça va être un combat, effectivement, réussir effectivement à augmenter la liste des activités interdites. Par exemple, vous savez que on n'a plus le droit maintenant de spéculer, de vendre, d'acheter une protection contre la faillite d'un titre public si on n'en possède pas. Ce qu'on appelle les CDS nus. Cette activité, c'est-à-dire spéculer, se garantir contre des pertes sur un titre qu'on ne possède pas, maintenant ça a été interdit. Donc on peut espérer quand même que ça va s'étendre. Dans la loi, donc on crée donc cette autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle a comme mission de surveiller que les banques pourront effectivement faire face aux plus grandes difficultés, et il est prévu que les banques devront pouvoir supporter la faillite
de leur filiale financière. Et cette autorité, en cas de difficulté, elle a des pouvoirs importants. Elle peut révoquer les dirigeants d'une banque, nommer un administrateur provisoire, exproprier les créanciers, les actionnaires, exproprier les créanciers. Elle peut interdire la distribution de dividendes et elle peut suspendre la rémunération des dirigeants des banques. Donc, bon, c'est quand même pas rien. Il y a des choses qui existent dans les banques, dans la loi. Bon, il y a un grand sujet qui a été... Donc, grand défaut de la loi, on n'interdit pas complètement les prêts aux fonds spéculatifs. Ça n'a pas été corrigé. Il y avait un défaut de la loi qui est que la loi ne disait rien sur les paradis fiscaux. Et vous savez que malheureusement, les banques françaises se développent des filiales dans les paradis fiscaux et réglementaires. Et il y a une clownerie épouvantable, c'est que la France et l'Union européenne limitent les activités dans les paradis fiscaux, mais malheureusement, la liste des paradis fiscaux se réduit à 8 pays qui n'ont aucune activité financière. Parce que les vrais paradis fiscaux ont signé des accords de coopération bidons entre eux, et du coup, ils ont été enlevés de la liste des paradis fiscaux. Et donc, dans la liste des paradis fiscaux réglementaires, il n'y a pas les îles Caïmans, il n'y a pas les Bermudes, il n'y a pas Jersey, il n'y a pas Guernesey, il n'y a pas la Suisse, il n'y a pas le Liechtenstein, il n'y a pas le Luxembourg. Voilà. Et par contre, il y a une île qui s'appelle Nauru. Nauru est une île de 3500 habitants dans le Pacifique, où il n'y a aucune activité bancaire, mais qui est sur la liste des paradis fiscaux. Tout simplement parce que cette île n'a aucun accord de coopération. Bon. Donc c'est complètement lamentable. Et donc, ce que demandent les gens un peu sérieux, c'est qu'on établisse une liste sérieuse des paradis fiscaux et réglementaires et qu'on interdise aux banques françaises et aux entreprises françaises d'y avoir des filiales et des activités, si c'est vraiment un paradis fiscal pur comme les îles Caïmans, ou que si c'est un pays plus important, on considère que le fait de payer des impôts dans cet endroit n'interdit pas de payer des impôts en France. Si vous êtes une entreprise dont le siège social est à Ur, Ur est une petite ville en Suisse, qui a un taux d'imposition tout à fait ridicule, et du coup, beaucoup de sociétés s'y installent. Il faudrait dire une fois pour toutes que les sociétés installées dans ces petites villes ne considèrent pas qu'ils ont payé leur IS parce qu'ils ont payé une petite somme là-bas. Donc, évidemment, la loi ne va pas assez... Enfin, le projet de loi déposé par le ministre, il n'y avait pas le mot paradis fiscal. C'était un peu gênant. Et donc, ce qu'a fait la Commission il y a 2 jours, c'est qu'elle a rajouté que les banques françaises devront publier la liste de leurs activités pays par pays, le montant des activités, le montant des personnes employées, de manière à faire apparaître le fait qu'on a beaucoup de filiales dans des paradis fiscaux et réglementaires. Le problème, c'est que ça va être publié sans plus, ce qui est un peu limité, et on n'ose pas prendre la mesure qui s'impose, consistant à dire les îles Caïmans, on les met sur la liste, et les banques n'ont pas le droit d'y avoir des activités. Alors la défense des banques, c'est on n'y va pas pour nous-mêmes, mais c'est uniquement pour aider nos clients. Pourquoi est-ce qu'aider les clients à frauder, c'est mieux que frauder tout ça? Ou alors l'autre argument, c'est c'est pas pour aider les clients français, c'est pour aider les clients américains. C'est pas mieux, je veux dire, tout ça est tout à fait... Donc, voilà, donc on n'a pas réussi, donc c'est un peu viable.
Et bon, le second point qui a été rajouté par la Commission, c'est que le ministre des Finances pourra limiter l'activité, pourra demander à une banque, dont les activités de marché restent trop importantes, d'en mettre une certaine partie dans la filiale. Et il pourra, donc ça reste limité. Donc les banques universelles jusqu'à présent ont sauvé leur peau, avec l'argument, on emploie 400 000 personnes, etc. Donc il n'y aura pas de séparation franche. Enfin, la loi, c'est pas 0, c'est pas 1, c'est entre les deux. Et ça reste un combat. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour qu'effectivement, les banques n'aient pas le droit de faire du crédit aux fonds spéculatifs, que le ministre des Finances effectivement limite la part des activités de marché, que certaines activités nuisibles soient interdites, ainsi de suite, etc. D'abord, les banques utilisent un argument complètement débile, complètement faux, disant les fonds spéculatifs font du crédit à l'économie. Si vous nous interdisez de faire du crédit aux fonds spéculatifs, elles ne pourront pas faire du crédit à l'économie, donc ça va nuire à l'économie. C'est complètement idiot, parce que les banques, cet argent qu'elles prêtent aux fonds spéculatifs, elles ont qu'à le prêter directement aux entreprises, et le prêtant directement aux entreprises, elles le prêteront de manière plus efficace, puisqu'au lieu que le crédit va être utilisé pour monter des coûts, il va être utilisé pour effectivement aider les boîtes. Regardez, je dis ça comme ça, ça me vient comme ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Butler. Butler, c'est un financier. Donc le métier de Butler, c'est qu'il rachète des entreprises en difficulté, il les remonte un peu, ensuite il les revend. Il utilise son argent, il utilise le crédit des banques. Là, par exemple, il avait acheté Virgin. Il a été complètement foutu de sauver la boîte. Il l'a géré de manière complètement nulle. La boîte a été gérée de manière financière. Il n'a pas réussi à faire prendre à Virgin le tournant nécessaire avec les télédéchargements, etc., etc. Résultat, la boîte va se retrouver en faillite. Il aurait quand même été plus efficace de prêter cet argent directement à un entrepreneur industriel plutôt que passer par des fonds comme Butler. Et donc l'argument salué au crédit bancaire, c'est complètement farfelu. Et l'objectif, ça doit être de réduire la notion de client de la banque. La banque, elle doit prêter directement, elle ne doit pas passer par des fonds spéculatifs. Bon, là, maintenant, je vous donne le paragraphe que j'ai oublié. Donc, il y a un paragraphe que j'ai oublié, ça devait venir avant. En même temps, parmi les projets européens, il y a la taxation des transactions financières. Donc, c'est un vieux projet. L'idée de la taxation des transactions financières, ça consiste à dire on met un impôt tout petit, 0,01%, sur toutes les transactions financières, y compris les transactions faites entre banques et entre institutions financières. Et l'intérêt du truc, c'est que ce petit impôt 0,01%, il ne gêne pas les gens qui ont besoin d'argent pour aller en vacances aux États-Unis. Il ne gêne pas les entreprises qui ont besoin d'argent pour investir, mais ça gêne les spéculateurs. Et l'autre grand intérêt, c'est que ça oblige les banques à déclarer toutes leurs opérations. Et donc ça permet d'éviter les affaires Kerviel. Il faut rappeler que l'affaire Kerviel, ça a coûté 7,5 milliards à la Société Générale. Et une partie importante de cette perte, elle a été supportée par les contribuables, puisque la Société Générale a payé moins d'impôts sur les sociétés. Il faut se rappeler, par exemple, les caisses d'épargne, qui sont une caisse d'épargne. Je crois, quand on met de l'argent dans les caisses d'épargne, on s'attend à ce que ça soit utilisé
pour les collectivités locales ou pour le logement. Ils ont perdu 750 millions par un trader. Et donc ces 750 millions par un trader, c'est totalement inacceptable. Donc le but de la taxe sur les transactions financières, c'est d'éviter ça. Et donc la taxe sur les transactions financières a été proposée à l'échelle européenne et il n'y a pas d'unanimité. Comme c'est une taxe, ça doit être décidé à l'unanimité. Il n'y a pas eu d'unanimité. Et donc il y a 11 ou 12 pays, on ne sait pas encore, qui vont lancer cette taxe dans ce qu'on appelle une coopération renforcée. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire ça à 11. Donc on a 11 pays vertueux, France, Allemagne, Belgique, Portugal, Slovénie, Autriche, Grèce, Italie, Espagne, Slovaquie et Estonie. Il y aura peut-être la Pologne, ce serait le 12e. Et les pays non vertueux, c'est évidemment la Grande-Bretagne, le Luxembourg, Chypre, Malte, la Finlande et l'Irlande. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. La Finlande, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, c'est les pays qui hier ont refusé, se sont battus pour réduire le budget européen, etc. Donc, voilà. Et donc ces pays ont refusé la taxation. Donc elle va être mise en œuvre dans les pays continentaux. Donc le grand avantage, c'est que ça va faire apparaître la rupture nette en Europe entre les pays qui veulent avancer et ceux qui veulent conserver les libertés de capitaux, notamment le Luxembourg et le Royaume-Uni. Et c'est important de bien marquer la rupture. Donc voilà, donc, il y a cette loi de résolution qui va être votée. C'est pas complètement nul, c'est pas le truc complètement débile. Il y a des choses, notamment, il y a quand même le fait que les banques devront faire attention, qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont donnés au pouvoir public, il faudra qu'ils les utilisent, c'est pas garanti. Bon, c'est pas en même temps la loi dont on avait rêvé, qui aurait effectivement interdit complètement aux banques, qui aurait séparé complètement les banques, et qui aurait fait que les banques de dépôt auraient été clairement affectées au crédit, et qui aurait fortement limité les activités financières. Le gouvernement a eu peur parce qu'il croit encore que certaines activités financières sont utiles, alors que, bon, on peut se poser la question, sont-elles vraiment utiles? Donc c'est un compromis. Voilà, donc il faudra il faut de la vigilance pour que le compromis soit le meilleur possible et le combat va recommencer à l'échelle européenne et à l'échelle européenne le lobby bancaire est très influent pour éviter que ça aille dans le mauvais sens pour eux. Voilà. On remercie beaucoup M. Sergignac de nous avoir si bien expliqué toutes ces choses extrêmement complexes. Alors, on va faire une toute petite pause pour que notre technicien audio-vidéo puisse régler certaines choses pour que le micro se balade,